Donc bonjour à tous. Alors on va continuer la présentation de ma collection, mais cette fois dans une catégorie un peu spéciale, la catégorie des films de super-héros. Parce qu'il faut savoir que j'étais un grand passionné de super-héros, Marvel, DC, de comics par exemple. On peut en voir pas mal là, quelques-uns, avec quelques figurines que j'ai. Hop. Et avant d'être passionné par le cinéma, j'ai été passionné par les super-héros et j'aimais principalement que ça. Et j'allais voir que des films de super-héros. J'ai complètement lâché les super-héros en 2007-2008 quand j'ai commencé à devenir cinéphile et à me rendre compte que il y avait d'autres choses que les films de super-héros, d'autres genres, d'autres cinéastes à découvrir. Et quand aussi le cinéma de super-héros commençait vraiment à tourner en rond, on commençait à voir déjà les premiers films du MCU et des films très mauvais comme X-Men 3 ou Wolverine, ou même les 4 Fantastiques 2, enfin des films qui m'ont vraiment déçu et qui m'ont amené petit à petit à m'intéresser plus au cinéma en général, même si je pense qu'au fond de moi, c'est toujours le cinéma que j'ai aimé en fait, et pas forcément les super-héros, parce que c'est les films que je regardais le plus, et pas forcément, c'était pas les comics que je lisais beaucoup, c'était vraiment les films que je regardais en boucle, et je me suis vite rendu compte que dans les super-héros, il y avait beaucoup de genres différents de super-héros. On peut avoir de la science-fiction, on peut avoir du vigilante, on pouvait avoir du fantastique. Donc en fait, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment le cinéma qui m'intéressait et pas seulement les super-héros. Donc on peut voir dans ma collection quelques films. On a le Batman de Adam West, donc celui des années 60, tiré de la série très populaire à l'époque, hein, série mythique. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est une série que j'aime beaucoup, hein, les Batman de Adam West. Je trouve pas que ce soit si kitsch que ça. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes pour l'époque, que ça ose énormément de choses visuellement. On peut même retrouver un esprit un peu pulp, un peu Mario Bava, très intéressant. Et c'est très loin de, par exemple, le soi-disant hommage que fera Schumacher dans les années 70, dans les années 90, pardon. Là, c'est vraiment. Je trouve que Schumacher passe vraiment à côté de l'esprit de ces Batman-là, très intéressant et un peu vu de haut aujourd'hui, un peu moqué par la critique et par les geeks, alors que c'est vraiment très bon, même s'il y a eu ce côté toujours un peu kitsch qui a un peu désacralisé Batman avant qu'il ne soit repris avec sérieux avec les comics de Frank Miller ou les films de Burton. Mais j'aime beaucoup ces films-là. Je pense que c'est comment dire, une vision de Batman totalement acceptée par des cinéastes comme Edgar Wright, comme même Lord et Miller, comme beaucoup de cinéastes assez pointus. Et le film est assez intéressant. Bon, si vous aimez la série, c'est vraiment à voir. Ensuite, on a le Superman de Richard Donner, le Superman de 78, pour moi le premier grand film de super-héros de l'âge d'or, celui qui va lancer toute la vague, celui qui va même inspirer les Spider-Man de Sam Raimi, avec cette musique de John Williams exceptionnelle. On est vraiment dans le blockbuster post-Star Wars, dans l'arrivée de ces films un peu bibliques qui vont rendre hommage, par exemple, à Cecil B. DeMille ou au Peplum des années 50. C'est vraiment un film qui est à la croisée entre oui, le fantastique, entre des plans qui sont carrément héritiers du cinéma de John Ford, hein, tous les plans de pierre tombale, ça vient vraiment de la poursuite infernale de Ford, ou de grands films crépusculaires de John Ford. On retrouvera ça beaucoup, ce côté visuel, dans les films de Sam Raimi. C'est un film que je trouve d'une beauté, que je trouve exceptionnel. Pour moi, Christopher Reeve, ça reste le seul Superman de l'histoire du cinéma. C'est épique, c'est en deux parties, c'est un film d'un premier degré absolu, d'une beauté, d'une grandeur. Vraiment, oui, une espèce de péplum, hein, pour moi, des années 70. On est vraiment dans cette lignée, oui, des blockbusters post-Star Wars. On est dans l'époque de Rencontre du troisième type. On est dans ce côté film d'Exode, grande reconstitution, grand décor en plateau, grande musique, très romantique, très opératique. C'est vraiment pour moi un film hyper important et un film que j'ai beaucoup regardé et qui reste pour moi la pierre angulaire du cinéma de super-héros. Ensuite, on a le Flash Gordon, dont Dino De Laurentiis, hein, la version des années 80 avec la fameuse BO de Queen. Film culte hein, pour beaucoup dans la génération 80, beaucoup de geeks. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment grandi avec ce film, ça n'a jamais été un de mes cultes.
Je trouve que ça a quand même très très mal vieilli. Ok, il y a Timothy Dalton, ok, il y a Max von Sydow, mais c'est pas ma came. Je pense que c'est un film que j'ai découvert beaucoup trop tard et qui m'a jamais parlé plus que ça. C'est un peu trop second degré, donc ça me parle pas plus que ça. Ensuite, on a le Superman 2, donc ça c'est la version de Richard Lester. J'ai la version du Richard Donner's Cut dans l'édition Blu-ray, je vous en parlerai plus tard. Mais ça c'est une version assez inintéressante, assez charcutée. Il reste les belles scènes de combat avec Zod, le côté un peu comic book qui peut être sympa dans les scènes de bataille à Metropolis. Mais la structure est vraiment bancale, vraiment privilégier la version de Richard Donner, qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus accomplie, et qui fait une sorte, oui, de lien direct avec le premier Superman. D'ailleurs, le premier Superman devait être un film beaucoup plus long, de 4 heures, dont devait être rattaché à ce Superman 2, et ça devait créer en fait un énorme film de 4 heures qu'ils ont coupé en deux finalement. Donc vaut mieux voir la version de Richard Donner de Tim Burton, donc du premier Batman, hein, donc film mythique des années 80 qui a totalement lancé une Batmania et toute une espèce de manière marketing très très publicitaire de vendre un blockbuster avec cette BO de Prince. Bon, c'est un film qui a énormément mal vieilli, qui a un côté très art déco des années 80 avec Kim Basinger, la star de l'époque. On a ce côté, oui, un peu kitsch. C'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant dans le film, même si j'aime beaucoup ce que Burton a fait au niveau film noir. On sent que c'est très influencé par l'expressionnisme, par Fritz Lang et Metropolis par exemple. Il y a des choses très intéressantes, mais c'est un film assez bancal. La véritable révélation viendra avec Batman 2. Ensuite, on a le Captain America, donc ça c'est le nanar qu'on m'a fait éditer dans une copie de téléchargée, on va dire. Bon, c'est la version très mauvaise hein, des années 90, hein, je vais pas en parler plus longtemps que ça. Ensuite, on a les très intéressants, peut-être pas parfait, mais très intéressants, Dick Tracy, donc de Warren Beatty. Film vraiment assez intéressant, qui pose beaucoup de choses, qui propose beaucoup de choses, assez expérimental pour son époque, assez novateur. On n'est pas loin de Sam Raimi dans quelques propositions. Moi, c'est un film que j'aime bien. Je reverrai pas en boucle, mais c'est un film qui m'a quand même pas mal marqué. Et à droite, on a les Rocketeers de John Johnston, donc John Johnston, réalisateur de Jumanji. Hein. C'est un peu le réalisateur culte pour tous les gosses des années 90. Hein. Maman, j'ai raté l'avion. Il y avait Richard au pays des livres. Il y avait Rocketeer. Plus tard, il fera aussi Jurassic Park 3 ou même Captain America First Avengers pour le Marvel Cinematic Universe. Mais là, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est peut-être le chef-d'œuvre de John Johnston. C'est vraiment un hommage à cette époque-là, au pulp des années 40, 50, à James Bond, à toute une tradition du film d'aventure et du film d'espionnage. C'est un film très bien réalisé, très efficace, qui a devenu un petit peu culte. Ensuite, on a le Tortue Ninja, donc le meilleur, hein, celui réalisé par Steve Barron. Et le The Crow de Alex Proyas, hein, peut-être un des films les plus mythiques de super-héros des années 90, plus adulte, dans la lignée de Blade. Pour moi, c'est un peu le genre de film qui va lancer cette esthétique un peu cyberpunk, un peu gothique, un peu noire des années 90, qu'on aura dans des dans Dark City ou même Matrix plus tard. Même d'une certaine manière, un peu les premiers X-Men de Bryan Singer. C'est un film vraiment connu bah, pour son anecdote de meurtre en direct, l'assassinat par accident de Brandon Lee qui est mort sur le plateau à cause d'une balle, d'une vraie balle tirée. Enfin, il y a toute une espèce de légende, enfin, c'est pas une légende parce qu'il est vraiment mort, hein, mais une légende autour de ce film assez intéressante. Euh, un film visuellement vraiment travaillé. On sent qu'Alex Proyas, il prépare déjà le terrain pour Dark City. C'est un film qui est vraiment ouais, dans l'esprit de son époque, un peu néo-noir, un peu film noir des années 90. Ensuite, on a deux excellents films. On a le génialissime Darkman de Sam Raimi. Bon, là, c'est une version courte, mais c'est un film, pour moi, c'est peut-être le plus grand film de super-héros, justement, avec Batman le défi, des années 90. Sam Raimi, il pose déjà toutes les bases de sa mise en scène. On sent déjà, on sent encore la mise en scène libérée de Evil Dead, mais ça annonce toutes celles de bien sûr des futurs Spider-Man qui vont sortir, peut-être en moins ambitieux avec moins d'argent,
et moins de moyens, mais vraiment pour moi c'est une leçon de mise en scène, la musique de Danny Elfman. J'ai toujours trouvé un peu que ce film était vraiment une sorte presque de spin-off de ce qu'aurait pu être l'intrusion du caméléon si Sam Raimi l'avait mis en méchant dans ses Spider-Man. C'est vraiment génial, c'est vraiment le caméléon, cet homme qui change d'identité, avec ce côté presque fantôme de l'opéra, avec des scènes qui vont être en écho beaucoup plus tard dans Spider-Man 2, la scène d'Octopus, le monologue d'Octopus dans Spider-Man 2 qui parle à ses tentacules dans cette usine détruite. On a exactement la même scène dans Darkman. On retrouve beaucoup de ressemblances avec les Spider-Man. C'est un film que je trouve magnifique, que je trouve toujours aussi efficace. Cette fin sur le chantier, c'est tellement comic book, c'est tellement bien écrit, c'est tellement impressionnant. On a un peu cette approche du super-héros très comic book, très bigger than life. Moi, je la retrouve chez pas beaucoup de réalisateurs, hein, je la trouve pas mal chez Brad Bird, avec des films comme Les Indestructibles, mais même chez Bruce Timm dans sa série des Batman des années 90. C'est vraiment un film que j'aime énormément, qui va par exemple beaucoup influencer un de ses amis, hein, qui est John Woo, sur un film comme Volteface et surtout Mission Impossible 2. Enfin, c'est un film, il y a tellement à dire dedans, c'est un film qui a tellement, d'une certaine manière, infusé le reste du cinéma de super-héros, et même du comic book en général. C'est un film génial, je recommande. Par contre, je recommande pas le 2, mais j'adore ce film. Et Batman 2, donc Batman le défi, le vrai Batman de Burton, le vrai film de Freaks, le vrai film de méchant, le film où il n'y a pas de héros, le film où les héros sont des monstres qui portent des masques dans la vraie vie, mais qui sont eux-mêmes en tant que monstres. C'est un film où il y a toutes les obsessions de Burton. On retrouve toutes ces références. Pareil au cinéma muet. Le personnage de Christopher Walken qui a le nom de l'acteur de Nosferatu. Les références partout dans les décors. À Caligari, il y a beaucoup de choses. C'est un film qui respire le Burton, qui respire la monstruosité de Burton, ses côtés marginal qu'on retrouvera beaucoup, beaucoup moins dans ses autres films et qui va complètement se perdre dans les années 2000. Mais c'est même pas un film de super-héros, c'est un vrai film de monstre, un vrai film de Burton, un film génial, un film fascinant, avec la meilleure Catwoman de l'histoire du cinéma, la meilleure interprétation du pingouin, et un Batman presque monstrueux qui a perdu toute son humanité, pardon. C'est un film que j'adore, que je recommande, que je pourrais voir des centaines de fois. Alors oui, j'ai lu les Batman de Schumacher, alors pour passer vite dessus parce que j'ai pas grand chose à dire, non, c'est pas du tout un hommage au Batman de Adam West. Non, on est très loin des Batman, des Adam West. C'est pas du tout le même esprit. C'est beaucoup plus second degré. C'est très moqueur, c'est très cynique. Après, je dois reconnaître qu'il y a quand même une énorme ambition dans cette espèce de spectacle de patinage artistique. On dirait vraiment un spectacle sur glace, hein, surtout le 2. Mais c'est vraiment un spectacle qui s'arrête jamais, qui est surchargé, hein, qui est surdécoupé, qui est inintéressant, qui est balourd. Mais il y a ce côté vraiment, l'image se repose jamais. Alors beaucoup plus dans le 2 que dans le un, et on va dire qu'il y a une simili-intrigue qui pollue un peu tout, qui est pas très intéressante. Mais dans le 2, ils poussent tellement les potards loin que ça reste un film assez unique qu'il faut voir pour y croire. Après, on a le Judge Dredd, donc la version avec Stallone, hein, pas le remake des années 2010. Et un film que j'adorais dans mon enfance, qui n'est pas du tout un grand film, hein, attention, mais un film que j'aime beaucoup, qui est, oui, un film de super-héros, parce qu'il est tiré de comics. Le The Mask, hein, la version avec Jim Carrey. Moi, je trouve que c'est un film qui est assez intéressant, qui est pas terrible, hein, si on regarde vraiment l'intrigue, c'est vraiment une histoire de gangster, mais vraiment discount, sans ambition, avec des acteurs, mais vraiment pas appliqués, avec un des premiers rôles de Cameron Diaz, hein, je crois que c'est vraiment là qu'elle s'est fait remarquer, qui est vraiment une potiche pas très intéressante. Mais en termes de mise en scène, et je trouve que Jim Carrey apporte quelque chose. Et on a ce côté cartoon qui s'immisce dans la vie réelle, hein, assez intéressante. Une petite révolution au niveau des effets spéciaux. Un film qui a pas trop vieilli au niveau du rythme, qui reste assez encore efficace. Même si, encore une fois, pour moi, ça raconte pas grand chose. C'est beaucoup trop sage par rapport aux comics, qui est quand même assez violent, assez iconoclaste et, je dirais pas subversif, mais assez satirique.
Là, on a vraiment quand même un téléfilm très très sage et très policé. Mais c'est une curiosité à voir, je pense, pour beaucoup culte des années 90. Ensuite, on va passer vraiment pour moi au véritable âge d'or, pour moi, hein, des films de super-héros du début des années 2000 jusqu'à la fin des années 2000, mais qui va être vraiment ouvert avec la saga Blade, enfin surtout le premier Blade, qui est un film pour moi qui est une espèce voilà de borne dans l'histoire du film de super-héros, qui est à la fois une espèce de croisement entre le Hood Movie, donc on est dans la fin du Hood Movie des années 90, donc les New Jack City, les Boys in the Hood, les Friday, et le film vraiment de comics et de fantastique aussi, film de vampires, mais un film qui est vraiment à la croisée des genres, un film que j'aime beaucoup, qui est déjà un film de Black Power bien avant Black Panthers ultra surestimé du Marvel Cinematic Universe. Un film que j'aime énormément, le premier Blade, hein, un film très intéressant vraiment de son époque. Et le Blade 2 de Guillermo del Toro, bon, chef-d'œuvre hein, de divertissement, vraiment un film magnifique, encore un film de monstre. On n'est pas très loin des interrogations et des obsessions d'un Batman le défi de Tim Burton, mais un pur film de Del Toro, un film génial. On ne parlera pas de Blade 3 à David S. Goyer, hein, qui était le scénariste et producteur des Blade, qui cette fois est passé à la réalisation et qui a fait un film mais totalement raté, totalement gâché, avec une introduction qui vraiment apporte des promesses d'un univers très intéressant et qui finalement va finir par se casser la gueule. Une grosse déception pour moi et qui aurait pu être vraiment une grande trilogie de l'histoire du film de super-héros, mais qui s'est complètement planté à cause de ce troisième épisode. Mais la saga Blade reste quand même vraiment intéressante. Mais pour moi aussi, un des films les plus importants pour moi de cette période, c'est X-Men. C'est un film qui est à l'origine de ma passion du cinéma, à ma passion de ma passion du film de super-héros et du super-héros en général. C'est le film que j'ai le plus regardé dans ma vie. Donc ça, c'est la version 1,5, une version un peu plus longue. Il n'y a même pas de scène en plus, c'est juste qu'il y a des bonus par rapport à d'autres DVD. Il y a un peu plus de bonus, de making-of. Mais ok, bon, c'est un film qui a vieilli, la mise en scène de Bryan Singer. Bryan Singer n'a jamais été un grand metteur en scène, mais j'ai toujours été fasciné par ce film. Pour moi, vraiment, ma passion du cinéma vient de ce film. La manière dont il choisit de raconter son histoire par le biais du personnage de Wolverine, je trouve que c'est un choix de mise en scène que j'arrivais pas forcément à théoriser quand j'étais petit, mais pour moi, qui montrait que déjà on avait un point de vue de réalisateur. Cette scène de plan séquence quand il arrive chez les X-Men, avec la voix de Xavier dans la tête, cette manière de nous faire rentrer dans ce monde un peu familier, mais qui finalement, on a des mutants cachés dans l'ombre. C'est pas Hitchcockien, mais il y a ce côté vraiment prise de risque et profession de foi qui pour moi m'a fait comprendre qu'en fait on avait un auteur derrière un film et qu'il y avait des choix de mise en scène. Et je l'ai surtout compris beaucoup plus tard, quand X-Men 3 est sorti, et X-Men 3 a été de telle déception que j'ai fini par me détacher des films de super-héros. Mais X-Men 3, j'ai tout de suite vu, dès que le film commençait, je me suis dit, là, il y a plus Bryan Singer, ça se voit directement. Et j'ai compris, en fait, par le biais de ces films, j'étais jeune, hein, mais par le biais de ces films, qu'on avait un metteur en scène, qu'on avait des choix derrière un film, que les films ne se faisaient pas comme ça. Il y a peut-être ce film et peut-être Jurassic Park de Steven Spielberg, qui sont des films qui ont un peu conditionné ma vision du cinéma. Alors après, bon, je dis pas que c'est un film parfait, mais pour moi, c'est un film vraiment important et vraiment un des plus mythiques et mémorables de cet âge d'or du film de super-héros, qui va être suivi de grands films tels que ce film-là, le Spider-Man de Sam Raimi, donc chef-d'œuvre absolu, hein. J'ai même pas les mots pour parler de ce film, mais il y a tout pour moi, l'univers de Sam Raimi. Bon, il poussera encore beaucoup plus loin avec Spider-Man 2, qui reste peut-être le plus grand film de super-héros jamais réalisé, avec la plus grande mise en scène au monde. Mais le Spider-Man, le premier, avec cette photographie de Bill Pope, cette BO de Daniel Elfman et cette patte de mise en scène tellement reconnaissable, tellement Sam Raimi, avec des plans séquences, des plans de caméra très Tex Avery, avec même une apparition de Bruce Campbell. C'est tellement l'univers de Sam Raimi qui est là, cette photo en fait, cette couleur, ce côté très comic book, on a l'impression que tout sort d'un plan, d'un comic de Steve Ditko et de Stan Lee. Pour moi, c'est vraiment le film de super-héros comme il devrait toujours être, quoi, à la croisée entre un univers familier et un univers de comic book. On n'arrive pas forcément à faire la ligne de démarcation, mais
Le Spider-Man de Sam Raimi, pour moi, c'est aussi une borne, hein, comme le X-Men de Bryan Singer, mais beaucoup plus celui-là, hein, de manière objective. C'est vraiment pour moi un très très grand film. Et voilà, un film passionnant, humain, touchant, efficace. Pareil avec ce côté fordien, encore une fois, totalement hérité du Superman de Richard Donner, mais un film que j'adore. On a le Daredevil de Mark Steven Johnson, dans version Director's Cut, donc très mauvais film, vraiment pas intéressant, mais pareil, un film de mon adolescence, de mon enfance, un film que j'ai beaucoup regardé, que je trouvais un peu sombre à l'époque, que je trouvais un peu stylisé, mais en fait, ça raconte pas grand-chose. On est très loin des comics de Frank Miller. Electra, le choix de Electra, Jennifer Garner est très discutable. Le caïd est pas très intéressant. Ils ont complètement foiré Bullseye, le tireur, avec le choix de Colin Farrell. Je trouve que Ben Affleck, par contre, s'en sort plutôt pas mal. Et je trouve que les combats et le style de Daredevil fonctionnent plutôt bien. Moi, j'arrive à y croire. On a dans la version longue une histoire un peu plus juridique qui avait été effacée dans la version cinéma, qui enrichit un peu plus le film, qui le rend un peu plus solide. Mais après, si on reste objectif, ça reste quand même vraiment pas un bon film. On est déjà vraiment dans les limites du film de super-héros, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment du potentiel, et le personnage de Daredevil n'a jamais vraiment eu de chance. Il y aurait la série beaucoup plus tard, mais c'est assez dur à exploiter comme personnage, hein, ce croisement entre Zatoichi et la bande dessinée américaine. C'est assez délicat à porter à l'écran, et ça n'a jamais été vraiment réussi. C'est dommage. Et puis ça serait pour moi le meilleur X-Men jamais réalisé, pour moi bien meilleur que Logan, bien meilleur que Days of Future Past, bien meilleur que X-Men le commencement. C'est X-Men 2, pour moi une des meilleures suites de l'histoire du film de super-héros, avec Spider-Man 2. Cette scène de Diablo, pour moi, l'introduction, elle a jamais été dépassée. Bryan Singer, il s'est complètement, je vais être vulgaire, mais sorti les doigts du cul. Et il nous a délivré un blockbuster, mais épique, avec beaucoup de personnages, mais c'est totalement digeste par rapport à un film Avengers, par exemple. C'est très bien écrit, c'est très fluide. Alors bon, je sais que peut-être que j'exagère, et c'est ma vision d'enfance, et je suis peut-être pas très objectif, mais pour moi ça reste un blockbuster parfait, hein, le X-Men 2, qui va beaucoup plus loin que le premier X-Men, qui a des personnages vraiment attachants à écrit, un background tiré des comics, réinterprété de manière moderne, mais de manière vraiment pertinente, une BO qui est devenue la marque après de toute la saga X-Men, des scènes dantesques, hein. Pour moi il y a beaucoup de scènes, hein, la scène des tornades, le combat avec Lady Deathstrike. Il y a beaucoup de scènes pour moi qui sont rentrées dans mon inconscient collectif, et ça reste pour moi un modèle de blockbuster moderne. Ensuite, deux films de merde, on va passer rapidement. On a La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est très production Brockheimer. On dirait un film de Michael Bay, c'est complètement débile. On est très 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 loin du Alan Moore. C'est même pas comparable en fait. C'est vraiment un film de kéké, j'ai envie de dire, où tout est dans la stylisation. On n'est pas loin de Stephen Sommers, par exemple, et de son Van Helsing. C'est vraiment pas terrible, c'est assez fatigant. Le côté fantastique fonctionne pas, le côté comic book fonctionne pas. C'est vraiment totalement à oublier. Même si personnellement il m'a marqué quand j'étais petit, mais bon, j'avais 13 ans et j'avais pas vraiment de goût, hein. Et Mad Thing, qui est vraiment un téléfilm inintéressant sur cette créature du Marvel Knight Universe, cette espèce de monstre des marais qui aspire les peurs, mais là on le voit même pas dans le film, c'est une catastrophe, c'est un téléfilm inintéressant, vraiment rien à dire sur ce film. Le chef-d'œuvre Spider-Man 2, bon je reviendrai sur ce film plus tard, mais c'est pareil, c'est pour moi un monument, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, même des plus grands films d'action. Pour moi, quand on parle de cinéma d'action, il y a un film qui me vient en tête, même au-dessus de Die Hard, même au-dessus des films de Tsuyark, même au-dessus d'un Mad Max Fury Road, c'est Spider-Man 2. La scène du métro aérien, encore jamais dépassée aujourd'hui. La structure du film est parfaite, la BO parfaite. C'est une des meilleures suites pour moi, peut-être avec l'Empire contre-attaque de Star Wars et Terminator 2, quoi. Et j'ai envie de dire Dark Knight de Christopher Nolan, mais c'est tout, quoi. Franchement, Spider-Man 2, c'est un monument. C'est un monument contemporain. Je me répète beaucoup, hein. J'ai pas beaucoup de superlatifs et j'ai pas beaucoup de vocabulaire, mais voilà, pour moi, c'est un film que tout le monde devrait avoir vu, même quand on n'est pas fan de super-héros. C'est une légende, ce film, pour moi, c'est une légende. Et Hellboy 2, bon bah Hellboy 2, je suis pas un très grand fan de l'univers d'Hellboy, et même de ces films-là. Même le 2, c'est pas dans mes passions, mais je dois avouer que vraiment, Del Toro s'est vraiment réapproprié l'univers de Mignola, et on a fait vraiment un truc très personnel, encore une fois comme le Batman de Burton. Il a vraiment fait sien cet univers-là,
Et on a ce côté aussi pareil, très grande gueule, très vigilante, très Dirty Harry, que j'aime beaucoup. Ce bestiaire de monstre qui va totalement se lâcher dans Hellboy 2, même récupéré plus tard chez Tsuyark avec les détectives D. On a l'impression qu'il y a des sortes de passerelles entre ce cinéma-là, le cinéma hongkongais, le cinéma fantastique, le cinéma gothique, le cinéma de la Hammer. C'est un film bourré de choses, bourré d'idées. C'est vrai que les Hellboy, plus j'y repense, plus je trouve que c'est des films qui manquent vraiment à l'industrie du cinéma de super-héros. Bon, comment enchaîner avec Spider-Man 2 après avec ces films-là qui sont deux mais navets absolus. Le Punisher, Thomas Jane, John Travolta, inintéressant, beaucoup trop policé par rapport aux comics. Même si on retrouve un peu le côté Garth Ennis, Steve Dillon, ça reste un très mauvais film que moi j'aimais bien du haut de mes 14 ans parce que j'étais un adolescent un peu attardé, un peu débile. Mais c'est un très mauvais film, j'ai rien à dire sur ce film, c'est vraiment pas bien. À part peut-être la scène du russe qui sauve un peu les meubles, mais sinon il y a rien. Vraiment Travolta qui est en mode là pour payer ses factures et qui a vraiment un méchant inintéressant. Thomas Jane qui a aucun charisme, c'est vraiment très mauvais. Et le Catwoman de Butoff, alors là on touche des sommets de nullité. Hein. C'est film très R&B, on dirait un clip de Beyoncé, c'est nul, c'est racoleur, c'est la mise en scène de Pitoff qui est dégueulasse, on dirait du sous-Luc Besson, c'est horrible. Je me moque beaucoup de ce film avec un copain parce que pour nous la scène de basket est devenue un modèle de ce qu'il faut pas faire et de nullité. Cette scène avec cette musique R&B dégueulasse et Alberi qui fait des dribbles avec son ballon et qui remue son popotin avec des plans mais d'une putasserie exceptionnelle. Une Sharon Stone en méchante mais nulle à chier, on n'a jamais vu. C'est vraiment mais le bas du bas du bas, tout est nul. Je crois qu'il y a même Lambert Wilson dedans qui est là pour cachetonner, mais c'est une catastrophe. J'ai déjà trop parlé de ce film, on va passer parce que c'est une catastrophe. Le Batman Begins de Christopher Nolan, qui est personnellement un film que j'aime énormément. Je reviendrai dessus, mais c'est un film, je le préfère. Je vais me faire beaucoup d'ennemis, je sais, mais je le préfère à Dark Knight. J'adore ce côté origin story. J'adore la première partie, l'entraînement, ce côté un peu mystique qu'on retrouvera dans d'autres films de Nolan. Oui, ce côté beaucoup plus comic book, hein, la ville d'Arkham, qui est beaucoup plus éloignée des visuels très Michael Mannian des autres films de la trilogie Dark Knight. Hein. Là, on a ce côté vraiment plus comic book, beaucoup plus exagéré. Mais j'aime beaucoup ce film. Un film qui n'a pas marché à son époque. La trilogie Dark Knight a vraiment marché et a vraiment démocratisé le genre avec la suite Dark Knight. Hein. Batman Begins a plus eu un culte au niveau de la vente de DVD et est devenu plus connu grâce à Dark Knight, ce qui est dommage parce que moi c'est un film que j'aime énormément et que j'ai beaucoup plus regardé que Dark Knight. Et on retrouve vraiment toutes les obsessions de Nolan et de son frère au scénario. C'est un film, je reviendrai dessus, mais j'aime beaucoup ce film. Et le Constantine, bon là c'est pas intéressant du tout, c'est une trahison du comics. C'est une sorte de mélange improbable et assez charcuté et assez mal écrit de Matrix et de l'exorciste, quoi. C'est Matrix qui rencontre le démon Pazuzu et des scènes d'exorcisme. C'est vraiment pas terrible. On a l'impression que Keanu Reeves, il en a rien à foutre d'être là. C'est totalement oubliable. J'ai oublié ce film-là, là, c'était en 2003, c'était un peu plus tôt. Le Hulk d'Ang Lee, alors je sais que c'est un film qui est détesté, qui est un film qui est considéré comme bancal, avec des expérimentations totalement hors sujet, hors propos, avec des money shots assez dégueulasses, avec un Hulk trop gros, trop moche, avec un côté prétentieux, mais moi j'adore ce film. Je trouve qu'il y a tout Ang Lee dedans, je trouve qu'il a expérimenté à fond, quitte à prendre des risques. Je trouve que Ang Lee est un cinéaste vraiment pas compris, un peu comme Robert Zemeckis. Pour moi, il y a tout dans ce film. On a le côté expérimentation de mise en scène qu'on retrouvera plus tard dans Billy Lynn ou ses films en HFR comme Gemini Man ou même l'Odyssée de Pi. On a ce côté très naturaliste dans le jeu des acteurs qu'on va beaucoup retrouver plus tard aussi dans Brokeback Mountain par exemple, ou même dans Ice Storm. On a cette approche expérimentale, on a cette manière de raconter, c'est très Ang Lee. Moi j'aime beaucoup ce film, je trouve que la musique de Danny Elfman elle est géniale. Je trouve que le côté psychanalytique de Hulk, moi, fonctionne totalement. Ok, c'est peut-être pas un film parfait, il y a peut-être des lourdeurs, mais les scènes de combat de Hulk, mais pour moi c'est totalement de la performance capture avant Avatar, hein, je suis désolé, mais moi je trouve ça génial. C'est un de mes films de super-héros préférés et j'ai jamais vraiment compris pourquoi il était autant détesté, alors que c'est un film qui propose des choses vraiment différentes et qui fait du cinéma.
Bon, à côté, on a les 4 fantastiques de Team Story, c'est de la merde, rien à dire sur ce film, c'est un téléfilm du lit, c'est pas intéressant, c'est pas du tout les 4 fantastiques. J'ai aucun grand souvenir de ce film, même si je l'ai vu au cinéma à l'époque. C'est vraiment du gâchis total. Le X-Men 3 de Brett Ratner, le film qui m'a fait me détacher des films de super-héros. D'une certaine manière, je remercie un peu ce film parce que je me suis rendu compte que voilà, le film de super-héros était dans une impasse et qu'il fallait que je m'intéresse à d'autres choses. Mais ça aurait pu être tellement une trilogie parfaite, une conclusion parfaite à la saga X-Men. Mais c'est un gâchis total. C'est Brett Ratner, c'est pas un réalisateur, quoi. C'est un yes man qui n'a rien à dire, qui n'a rien à faire, qui recopie. Il suffit de voir les Rush Hour. En Rush Hour, c'était déjà des sous-armes fatales, des sous-comédies policières à la Eddie Murphy, mais hyper mal écrites, hyper malaisantes, hyper racistes, très très mauvaises. X-Men 3, c'est voilà, c'est comment reprendre cet univers de Bryan Singer et en faire un film totalement artificiel avec des acteurs en carton-pâte, des enjeux mais très mal écrits. Vraiment, même l'arc du Dark Phoenix, c'est très mauvais. Il y a pratiquement rien qui tient la route dans ce film. Pour moi, c'est la rupture avec le film de super-héros et même X-Men pendant des années. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, c'est très mauvais. Élevé pour Vendetta, donc en partie scénarisé, on va dire, un peu par les Wachowski. Un film pas parfait, mais pas détestable. Un film plutôt premier degré, qui est plutôt sincère, qui a des défauts, qui a beaucoup de tics de mise en scène un peu racoleur, mais qui est un film sincère hein, par rapport à X-Men 3. Je trouve qu'il se regarde encore facilement aujourd'hui, qui est devenu un peu culte hein, à cause de ce masque de Anonymous, ce qui est un peu ridicule. Hein, c'est un peu un côté révolution, un peu, on va dire, marketé pour, euh, pour les gamins, mais c'est un film pour lequel j'ai une petite tendresse. Je suis pas un immense fan, mais je déteste pas non plus. Le Electra, donc bah nul à chier, j'ai rien à dire sur ce film, c'est très mauvais. Je l'ai vu une fois, je l'ai jamais revu, c'est une catastrophe. Pareil, on dirait un film de Luc Besson, quoi. On dirait la relation. Je me rappelle de la relation avec la gamine, mais c'est ni fait ni à faire. Les méchants, c'est tous les mêmes méchants interchangeables on dirait sorti d'un film de Steven Seagal ou d'un épisode de Texas Rangers avec Chuck Norris. C'est une catastrophe, c'est nul, c'est ni fait ni à faire, c'est horrible. Et le 300 Bryan Singer, je vais me faire des ennemis, encore une fois, je suis pas fan du tout de ce film. Je trouve qu'il est assez moche visuellement. Je trouve la morale assez limite, même si moi ça me gêne pas, hein, le côté grande gueule, un peu réac du truc. C'est pas grave, c'est du Frank Miller, donc c'est pas vraiment embêtant. Mais je trouve que Zack Snyder, vraiment, nage un peu dans ce film, et c'est un peu perdu, on sait pas trop où il veut aller avec ses mises en scène. Ça a donné la création presque du péplum numérique, hein, qui est un truc assez improbable, hein, qui va après lancer plein d'autres vagues de films de péplum un peu nuls comme ça. On dirait que ce serait le meilleur de la vague de ce genre de film, mais ça reste vraiment, c'est pas le film culte que tout le monde dit, il faut arrêter, c'est un film à même hein, presque, hein, c'est un peu exagéré. Bon, ok, c'est un film assez unique dans l'histoire du cinéma, mais franchement, c'est pas le film de barbare que tout le monde nous vend, c'est pas un grand film philosophique, ni politique, ni moral, ni même des mises en scène, hein, c'est quand même assez fainéant. J'ai jamais été un grand fan de ce film, même si je peux comprendre l'aspect un peu culte. Le Ghost Rider de Mark Steven Johnson, qui est inintéressant, un nanar absolu, vraiment rien à dire sur ce film. Et le Superman de Richard Donner, ce qui est pour moi un bel hommage à Christopher Reeves, de Bryan Singer, pardon, qui est un bel hommage au Superman de Richard Donner. C'est un film totalement imparfait, totalement bancal, mais qui respire une espèce de sincérité, de fantaisie, d'amour et presque de naïveté que je trouve qui fait du bien. Et il y a quelques scènes de quand même vraiment de money shot qui sont vraiment impressionnantes pour l'époque, la scène de l'avion. Il y a une ambition scène dans ce film et j'admire ça. Voilà, après Kevin Spacey ne sert à rien, il y a beaucoup de moments, mais de flottements très bizarres dans ce film, de scènes d'humour très malvenues, qui étaient déjà dans le Richard Donner avec les scènes avec Lex Luthor, mais qui sont très bizarrement calées dans le film. C'est un film bizarre que j'aime bien, mais totalement déséquilibré, je trouve. Les plus grosses déceptions de ma vie, hein, le surfeur d'argent des 4 Fantastiques, qui pour moi nous avait fait une promesse dans cette bande-annonce de teaser, avec cet affrontement de la torche humaine et le surfeur d'argent qui était vraiment sur le papier et sur les premières bandes annonces assez alléchantes. Mais finalement, c'est vraiment la suite du premier. C'est pareil, aucune ambition. Galactus n'est qu'un nuage. C'est un film bâclé, c'est un film pour toute la famille.
C'est vraiment, regardez les Indestructibles 1 et 2 à côté, c'est voilà, vous aurez une leçon de mise en scène, c'est la meilleure version des 4 Fantastiques au cinéma, c'est les Brad Bird, c'est la version des Indestructibles hein, de Brad Bird. Et ensuite, film maudit, film totalement incompris que j'adore, qui s'est fait totalement critiquer de manière totalement injustifiée pour quelques choix esthétiques, quelques scènes d'humour, alors que les films du MCU sont totalement noyés sous l'humour totalement lourd et pas écrit et mal amené. Là, on a quelques scènes de blagues et ça suffit pour refaire un film de merde, apparemment, alors que c'est un film d'une générosité, d'une expérimentation. C'est pour moi le dernier grand film d'une époque. Pour moi, le cinéma de super-héros ne sera jamais plus le même après ce film-là. Il y aura peut-être Dark Knight Rises, mais c'est tout, quoi. C'est la fin d'une époque. Pour moi, c'est la fin d'une certaine idée du blockbuster. C'est un film avec, mais dès la première scène, la scène de confrontation Octopus et Spider-Man, ça vaut toutes les climax des films du Marvel Cinematic Universe ou du DC Cinematic Universe. C'est un film d'une ambition folle. Moi, que je trouve pas parfait, mais personnellement, moi, le fait que Venom soit sous-exploité dans le film, je m'en fous. En fait, j'ai jamais été un fan de Venom. Je trouve qu'il arrive totalement à se dépatouiller avec ce personnage en plus qui lui a été imposé. Il y a un homme sable qui est fantastique avec une scène mais magnifique. Pour moi, il en a fait un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma, pareil, hein, avec le Docteur Octopus. Un côté tragique, humain, comme ça, shakespearien que j'adore. Les scènes de Spider-Man noir sont dantesques, la scène de la grue, beaucoup de scènes mythiques pour moi. Pour moi, une conclusion parfaite, hein, je suis désolé pour les détracteurs. Donc Hellboy 2 de Del Toro, Les Légendes Maudites, film qui va beaucoup plus loin que le premier, film que j'aime bien, même si je préfère le premier personnellement, mais un film totalement décomplexé hein, où Del Toro va aller encore plus loin dans ses thématiques. Et le premier film du MCU, film que j'aime bien par ailleurs, parce que je trouve que le côté second degré de Tony Stark fonctionne bien, était plutôt original à l'époque avec ses personnages. Mais j'ai eu très peur à l'époque quand on nous a annoncé qu'il allait y avoir des suites qui allaient être liées à ce film-là. Je me suis dit, comment ils vont rattacher ça à l'univers de Thor, qui est un univers très sérieux pour moi, qui aurait dû être le Seigneur des Anneaux du film de super-héros, l'univers de Captain America. Et en fait, ils s'en foutent complètement. Ils ont mis le même humour de Iron Man, assez cynique, assez moqueur, à tous les films de Marvel. Et là, pour moi, c'était pas possible. Mais voilà, le premier Iron Man reste sympa si on oublie tous les autres films Marvel qui ont suivi après. Celui-là reste assez solide, assez bien foutu, assez bien ficelé. Alors après, un autre film du MCU que j'aime bien, même si c'est pas un très bon film, mais au moins je trouve que on n'est pas encore dans le délire des univers étendus de Marvel Cinematic Universe. Là, on est presque dans un film, peut-être pas d'auteur, mais en tout cas, c'est un film qui ressemble à son réalisateur, c'est un film qui ressemble à Louis Leterrier, et c'est un film de fuite, un film assez différent des autres Marvel, donc c'est ce Hulk, le Hulk de Leterrier. Donc c'est l'incroyable Hulk, hein, la version de Louis Leterrier, qui est pour moi un film qui se tient, qui est plutôt regardable. On a un film assez sombre avec des plans posés, une mise en scène. Bon, c'est très découpé. Il y a quelques plans quand même qui vont penser au transporteur, donc c'est pas un grand film. Mais vu que pour moi c'est un film avec une vision, contrairement aux autres films Marvel, je le trouve plutôt attachant. C'est un film que j'aimais pas du tout à l'époque. Et au vu des autres films de Marvel sortis depuis, je l'ai un petit peu plus rattrapé, on va dire que je lui donne un peu plus de chance. Et on a le Punisher, donc Warzone, film donc je n'ai aucun souvenir, donc j'aurais rien à dire sur ce film-là. Je préfère à la limite la version Thomas Jane et beaucoup plus la version Dolph Lundgren. Celui-là, j'ai vraiment rien à dire dessus, c'était vraiment pas marquant. Ensuite, on a un des, pour moi, des plus mauvais films de super-héros, et même sans parler du Marvel Cinematic Universe, pour moi, un des pires films de super-héros jamais réalisés. Pour moi, c'est du foutage de gueule complet. Je crois que j'ai totalement lâché le cinéma de super-héros après ce film. C'est horrible, c'est réalisé par Kenneth Branagh, qui pour moi n'a jamais été un bon réalisateur. C'est un film où rien ne fonctionne visuellement, c'est du carton-pâte, c'est encore pire qu'un épisode de Star Trek, mais même si j'adore Star Trek, quoi, les costumes c'est juste pas possible, les personnages d'un cynisme absolu, on croit jamais en rien. Thor qui est une espèce de surfeur californien qui n'a aucun charisme, pour moi Thor ça aurait dû être quelqu'un d'épique, d'arrogant,
de très musclé. Voilà, c'est Thor, c'est un dieu. Là, c'est ni fait ni à faire. Nathalie Portman, elle sert à rien. Le casting ne sert à rien. Hopkins, il sert à rien. La copine là, de Nathalie Portman qui fait des blagues toutes les 2 secondes, c'est une catastrophe. C'est vraiment un film, moi, que je trouve horrible. Je trouve que c'est un très 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 mauvais film. Et voilà, c'est ce genre de film où toutes les scènes d'action se ressemblent les unes les autres, où il y a une espèce d'humour qui à chaque fois casse les effets un peu dramatiques. C'est voilà, c'est ce que Marvel a fait de pire et malheureusement ça va devenir une recette pour ce genre de film. Et moi je vais totalement lâcher les films Marvel après ça. Et voilà, pareil, ça va amener le terrain pour Avengers, qui est un film que je déteste viscéralement. Je comprends toujours pas comment on est arrivé à en faire des films comme ça, comment ce genre de film est devenu la norme, comment ce genre de je m'en foutisme est devenu le modèle à suivre pour les autres films de super-héros. Pour moi, on passe de Sam Raimi, de Nolan, de Bryan Singer à ce film-là, c'est juste pas possible, c'est un téléfilm, c'est une catastrophe, je déteste ce film. Et à côté, par contre, on a un chef-d'œuvre absolu pour moi, un de mes films préférés des années 2010, et peut-être mon Edgar Wright préféré, qui est Scott Pilgrim vs. The World, qui est un film totalement expérimental, totalement génial, une sorte de comédie musicale mélangée à un teen movie, mais on remplacerait le côté musical par des combats de jeux vidéo, un film à la pop culture débridée, un film bourré de références, un film à la mise en scène exceptionnelle, un des films presque les plus hermétiques et expérimentaux d'Edgar Wright, un film que je pourrais regarder en boucle avec la photo de Bill Pop qui avait fait les Matrix des Wachowski ou les Spider-Man de Sam Raimi, le meilleur film sur les jeux vidéo. Sans ce film, pour moi, on n'aurait pas eu des films comme Ready Player One ou même Bodied de Joseph Kahn. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est un film que je pourrais regarder en boucle. Voilà, j'en reparlerai plus longuement dans une autre vidéo, mais c'est vraiment un de mes films préférés, même si c'est pas un film de super-héros, c'est quand même tiré d'un comics, donc je l'ai mis dans cette vidéo. Mais voilà, Scott Pilgrim vs. The World, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et on finit par d'autres films. Donc là, bon, je suis pas dans l'ordre parce que je suis retourné en 2009, mais on a le Kick-Ass de Matthew Vaughn. Je suis pas du tout fan de ces Kick-Ass. Je préfère ce qu'il va faire plus tard avec les Kingsman et sa parodie des James Bond. Là, je trouve que c'est beaucoup trop se moquer des films de super-héros. J'ai un peu du mal avec le côté adolescent attardé. Je suis vraiment pas fan du délire. Je trouve que le 2 est vraiment pas terrible non plus. Je suis déjà pas fan des comics de Millar, hein, Mark Millar. Je sais pas, moi, c'est Kika, j'ai jamais accroché. Je trouve qu'il ira beaucoup plus loin dans cet humour un peu vulgaire, un peu débile, un peu macho que sont les Kingsman, qui reprennent déjà un humour un peu limite des vieux James Bond, donc ça me gêne pas plus. Mais dans Kick-Ass, le fait d'aborder les super-héros de cette manière-là, ça m'a toujours un peu dérangé. Je trouve pas ces films exceptionnels. Ensuite, on a le Watchmen de Zack Snyder. Alors, c'est la version courte, il faudrait que je revienne sur la version longue. Un film, moi, que j'aime beaucoup, mais qui a pas vraiment d'intérêt, vu que c'est un copier-coller du comics d'Alan Moore, mais qui reste un film assez unique, assez ambitieux, totalement fou. Bon, avec des touches à la Zack Snyder pas du tout subtiles, hein, comme ces ralentis qui servent à rien, et le fait qu'il te balance des musiques, le genre d'Apocalypse Now pour te souligner la guerre du Vietnam, ou des musiques pop qui sont un peu mises à n'importe comment. Mais c'est un film que j'aime beaucoup, qui m'avait marqué à l'époque. Et le Captain America, donc aussi du MCU, un First Avengers, le premier film dédié à ce super-héros-là dans l'univers de Marvel, du Marvel de Disney, hein. C'est réalisé par John Johnston, réalisateur que j'aime beaucoup, hein, j'en avais déjà parlé sur Jumanji ou Chérie j'ai rétréci les gosses. Mais personnellement, c'est un film que je trouve bâclé, même si on trouve son côté un peu rétro-futuriste, steampunk qu'on avait déjà dans Rocketeer, et on retrouve un peu la marque de Joe Johnston. C'est pareil, pour moi, c'est noyé dans une intrigue vraiment pas intéressante. Le côté origin story, pour moi, est bâclé. Il passe toutes les scènes les plus importantes de l'origin story de Captain America en 2 secondes. Les méchants, c'est pas possible. C'est très kitsch. C'est pas très bien réalisé. Voilà, encore une fois, c'est l'exemple d'un auteur qui va être noyé sous des directives de producteurs d'un univers déjà écrit à l'avance. Le film est juste là pour annoncer le prochain Avengers. C'est dommage parce que comme le Thor de Kenneth Branagh, on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant, ou le Hulk de Lutharier.
Mais voilà, Shane Black c'est pareil, il va se casser les dents sur son Iron Man 3. C'est dommage parce que c'est vraiment des univers qui auraient pu être très intéressants avec des points de vue assez variés, mais c'est toujours ramené au moule de ce catalogue de films qui se ressemblent tous et qui sont toujours là pour annoncer le prochain film, hein, tout simplement. Moi, les films de super-héros Marvel, j'aime pas du tout parce que c'est vraiment une série qui n'a vraiment pas grand-chose à raconter à part te dire qu'il y aura d'autres films. Donc voilà, je vais passer vite fait sur ce film-là. Je parlerai pas plus longtemps des films à Marvel parce que j'ai pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, on a fait voilà une vidéo sur mes films de super-héros, même si j'en ai d'autres en Blu-ray. Euh, je pense que je continuerai après sur les vieux films parce que là j'ai fini les films plus récents. Donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!